La nuit fut longue, calquée sur le rythme hivernal de l'astre solaire. Sans sa présence, point de jour. Elle s'étirait au rythme de respirations lourdes et profondes, celles de corps massifs exténués par les péripéties et l'inquiétude de la veille. Tous ne partageaient pas cette vigueur. Le rôdeur, minuscule sous sa couverture, dormait paisiblement, son souffle à peine perceptible, comme s'il craignait de réveiller quelques énormes créatures assoupies tout près. Par instants, quelques craquements, un souffle glacé ou un tison qui s'effondrait troublait la quiétude de la salle. Malgré la tiédeur émanant des autres assemblés dans la grande pièce, le froid continuait de se faufiler, lentement, insidieusement. Dans les recoins et les ombres, il s'insinuait entre les couvertures et les murs. Mais près du foyer, la lueur des braises et l'arôme du bois consumé enveloppaient les dormeurs d'une douceur apaisante. Cette tiédeur réconfortante les ramenait peu à peu vers un sommeil plus profond. Plus loin, ceux éloignés du feu restaient dans une lutte sourde contre le souffle mordant de l'hiver. Chacun ressentait à sa manière la rudesse du lieu. L'avant de la grande salle, près de la cheminée, abritait le plus grand nombre de paillasses, des simples sacs de toile bourrés de paille propre et sèche. Chaque mouvement y faisait naître une succession de grincements et de craquements secs, une multitude de petits bruits tissant une trame sonore constante dans la nuit. Le haut plafond de la pièce principale, vestige d'une ancienne grange accolée à l'auberge et plus tard réaménagée, permettait au reflux fréquent de la cheminée de s'élever. Là-haut, la fumée s'accrochait parfois aux poutres avant de se dissiper. En bas, près du foyer, c'était toujours celui qui grelottait le plus qui finissait par se lever pour remettre du bois au feu, dont la tiédeur vacillante demeurait leur unique réconfort. D'anciennes mangeoires en pierre, vestiges de sa première fonction, restaient visibles le long des murs. Parfois, les voyageurs s'en servaient comme bancs ou comme étagères improvisées. Parmi ceux et celles absents de la grande salle, se trouvait celle qui savait manier le feu magique sans encore porter les cicatrices du chaos, Amené. Tous savaient que, en tant que mage capable d'invoquer un esprit du feu, elle n'avait sans doute pas froid dans ses appartements. Certains, en ronchonnant, pestaient encore contre Dargan pour l'avoir fait fuir jusque-là. Ils auraient bien aimé la menacer pour qu'elle invoque son esprit du feu, mais personne n'était assez fou pour songer à provoquer une femme apte à appeler de telles créatures. Qui savait de ce dont elle serait capable? À défaut, quelques-uns s'étaient approchés du mur de sa suite, cherchant à capter la chaleur diffuse qui s'échappait entre les planches, une chaleur discrète, presque volée, comme un secret fragile arraché à la nuit hivernale. Au fond de la salle, à l'opposé de la cheminée et de la porte d'entrée, s'alignaient les chambres. On voyait bien qu'elles avaient été ajoutées après la construction initiale. Leurs cloisons de planches, érigées d'un même chantier ancien, portaient les marques du temps. Les lattes disjointes laissaient parfois passer un filet d'air ou un éclat de feu venu du foyer. Le bois, noirci par la suie, déposé au fil des années, témoignait de la longue vie du lieu. Ces ajouts grossiers donnaient pourtant à l'auberge une âme singulière. Elle semblait avoir grandi comme un organisme vivant, ajoutant des pans de mur pour survivre à la morsure du froid. La première porte était celle d'Arlan. Sa chambre servait autant de logis que de réserve. Si quelqu'un y était entré, il aurait aperçu des coffres, des jarres, des outils et plusieurs armes soigneusement entretenues. Mais personne, hormis lui, n'y pénétrait jamais. Arlan n'y gardait aucun objet de valeur, car ni la serrure ni la porte n'étaient assez solides pour dissuader un voleur. Venait ensuite la chambre de la prêtresse, modeste mais paisible. Une lampe y brûlait parfois, juste assez pour éclairer ses prières ou ses lectures du soir. On y respirait la cire et les herbes séchées, un parfum apaisant qui s'étendait jusque dans la salle commune. Puis venait la chambre d'Amené, la plus vaste et la plus chaude. Les planches y restaient tièdes, traversées d'une chaleur diffuse que nul ne pouvait vraiment expliquer. Par moments,
Un reflet rougeâtre glissait entre les interstices du bois, comme si un feu invisible respirait derrière les murs. Certains dormeurs, transis par la nuit, s'étaient approchés du mur de sa chambre pour y coller leur paillasse et sentir cette tiédeur s'échapper. Une chaleur discrète, presque volée, comme un secret fragile arraché à la nuit hivernale. Enfin, une quatrième chambre, plus petite et rarement utilisée, demeurait vide cette nuit-là. La paille était changée récemment, preuve qu'on attendait peut-être un hôte qui ne viendrait pas. Ainsi, le mur du fond, avec ses 4 portes, faisait face à la cheminée qui jetait encore ses lueurs sur la pierre opposée. Ces chambres, simples et vivantes, portaient les traces des âmes qui y avaient dormi, le froissement des couvertures, les soupirs, les prières et les silences. Entre ces 2 pôles, le feu visible et le feu caché, l'auberge semblait respirer lentement, abritant dans ses murs disjoints la chaleur précaire et humaine d'un refuge perdu au cœur de l'hiver. Certaines tapisseries montraient des scènes de chasse. Cavaliers figés en plein galop, chiens au croc dressés, arcs bandés vers un gibier qui semblait fuir hors de la toile. Les couleurs, jadis éclatantes, s'étaient fanées, mais on percevait encore la fougue et la violence de ces instants. D'autres rappelaient la vie agricole, laboureurs penchés sur leurs champs, femmes portant des paniers d'épis, silhouettes rustiques prises dans la ronde immuable des saisons. Ces images, simples mais sincères, semblaient offrir une réminiscence d'un quotidien plus doux. Enfin, quelques tapisseries portaient l'empreinte du sacré. Procession de moines aux visages sévères, saints auréolés, prières brodées en lettres presque effacées. L'une d'elles représentait une cathédrale si vaste que ses flèches semblaient déchirer le ciel lui-même. L'empereur y figurait au sommet d'un escalier colossal, drapé dans ses atours impériaux, le bras levé dans un geste d'autorité solennelle. À ses pieds, une mer de soldats minuscules se pressait, armes brandies, visage levé vers lui dans une ferveur presque religieuse. Les fils d'or couraient sur la trame, accentuant la lumière du jour, tandis que les couleurs écarlates rappelaient la force du sang et du pouvoir. Le tissage, usé par les siècles, laissait transparaître la poussière du temps et les ombres d'un empire depuis longtemps disparu. Ces vestiges religieux ajoutaient une solennité discrète aux murs de planches et de pierre. En observant attentivement, on remarquait que ces tapisseries avaient visiblement été découpées, comme si elles n'avaient autrefois formé qu'une immense fresque désormais morcelée, et répartie dans les 3 chambres. Puis venait l'histoire plus sombre, qui se chuchotait à voix basse entre les murs. Arlan savait d'où elle provenait. De l'ancien château, peu de temps avant que celui-ci ne prenne feu. Il avait même pris part à un pillage, et avec quelques complices, avait ramené de quoi agrémenter l'auberge. Ce n'était pas un secret, les précédents propriétaires avaient été déchus et condamnés à mort par hérésie par le clergé. Soucieux de ne pas dépenser un denier, celui-ci s'était arrangé avec quelques bonnes âmes et d'autres personnes de bonne volonté pour régler rapidement l'affaire et prendre possession des lieux. Arlan n'était pas dupe. Il voyait bien qu'il ne s'agissait là que d'une lutte de pouvoir habillée de saintes paroles, mais à ses yeux, il lui était un affront au destin de ne pas en profiter. Quant aux nombreux cris, prières et supplications des malheureux, ils avaient résonné longuement dans les couloirs de pierre. Arlan les avait massacrés de ses propres mains, sans hésitation ni remords, puis avait traîné leurs corps pour les exposer d'une manière infâme. Pendus au créneau, entassés dans la cour ou cloués aux lourdes portes du château. La puanteur des cadavres, la vision des chairs mutilées et les râles d'agonie avaient hanté ceux qui y avaient survécu quelques heures de plus. Pour Arlan, tout cela n'était qu'un travail accompli. Ces horreurs ne l'empêchaient nullement de dormir. L'émissaire du clergé lui-même, témoin de cette besogne macabre, avait été conquis par le professionnalisme froid et implacable d'Arlan. Pourtant, son regard trahissait une hésitation. Il oscillait entre l'admiration muette et un dégoût profond. Il détourna pudiquement les yeux plutôt que de le condamner, incapable de trancher entre sa répulsion et le respect glacé que lui inspirait un tel homme. En son fort intérieur, il se disait qu'un tel guerrier ferait des miracles sur un champ de bataille, transformant l'horreur en efficacité redoutable.
La transition entre l'image pieuse des tapisseries et ses souvenirs sanglants accentuait encore le contraste. Mais Arlan n'y pensait presque jamais, comme si tout cela s'était dissous dans l'ombre de son indifférence. L'opération avait cependant mal tourné. Le château était parti en fumée. Arlan, lui, s'en frottait encore les mains, car il avait 2 ou 3 planches pleines de très belles reliques mises de côté. Icônes volées, bijoux anciens, coffrets finement ouvragés. Il ne s'en vantait pas, mais cette origine était désormais chuchotée entre les murs, reprise de taverne en taverne jusqu'aux repères les plus sombres. Des kobolds, des orques et même certains trolls auraient été ravis d'accomplir la même chose. Tous semblaient très intéressés par l'idée de découvrir les différentes planques que Arlan entretenait encore avec soin. Mais Arlan n'était pas un homme à avoir peur. Chacune de ces caches était piégée avec une ingéniosité cruelle, prête à envoyer à la mort tout brigand assez fou pour tenter l'aventure. Bien que ternies, toutes ces tapisseries coupaient le froid et apportaient une chaleur illusoire, rappelant aux voyageurs qu'ils n'étaient pas entièrement livrés à la rudesse ambiante. L'austérité du lieu pesait sur les épaules, rappel constant de son origine rustique. Mais la prêtresse avait lancé un sort d'apaisement, adoucissant l'atmosphère et les esprits. Ce contraste surprenait. Dans cette ancienne grange devenue auberge, dure et nue, une douceur invisible planait. Certains juraient même voir par instant une petite fée lumineuse s'échapper de la serrure de sa chambre, virevolquer autour de la pièce en répandant une clarté douce, avant de revenir se glisser par la fente comme une caresse fragile perdue au milieu de la rudasse ambiante. Le lendemain, Edryn et Dargan reçurent directement de la main d'Arlan les rations nécessaires pour 3 jours de route. Le patron avait pris soin de leur fournir tout ce qu'il fallait, estimant qu'ils auraient besoin de force pour ce qui les attendait. Bien évidemment, ils emportèrent de l'eau, mais en quantité suffisante pour une seule journée au tout plus. Ils savaient qu'ils devraient en trouver le long du trajet, ce qui nous poserait guère de problème en zone montagneuse, d'autant plus que la neige y demeurait omniprésente. À cela s'ajoutaient quelques morceaux de viande séchée et du pain rassis qu'ils comptaient transformer en une soupe chaude et nourrissante afin de garder leur force durant la marche. Puis venait un petit sac, plus précieux, qui contenait un fromage à pâte cuite, très dur, mais gras et terriblement nourrissant. Sa croûte, épaisse et dorée, craquelée par endroits, portait encore la mémoire de la cave où il avait lentement mûri. On y distinguait des nuances de brun et d'ocre, comme des terres anciennes, et son parfum de noisettes rances se mêlait à une pointe piquante qui éveillait l'appétit. Son odeur forte mais réconfortante et sa saveur rustre rappelaient les repas partagés autour du foyer. Ce mets rustre, certes, mais capable de combler les estomacs affamés, soutiendrait les longues heures d'efforts à venir. Un peu de sel, du thym et du laurier viendrait encore agrémenter les cuissons, transformant une ration austère en repas digne d'un soir d'hiver. À côté de ces nécessités austères et pratiques, ils avaient glissé quelques bouteilles de bière. Leur parfum maltais, rond et chaleureux tranchait avec la sécheresse du pain et de la viande. C'était un contraste saisissant. D'un côté, la rigueur de la survie, de l'autre, la convivialité d'une gorgée partagée. Bien avant d'entamer leur périple, ils en ébouchèrent une, partageant la mousse ambrée comme un dernier luxe avant de s'enfoncer dans la rudesse des neiges. Ainsi préparés, ils se sentirent prêts à affronter le froid et l'âpreté du chemin. Certes, cela ne représentait pas beaucoup de provisions, mais était suffisant pour 3 jours, voire 4 s'ils se débrouillaient bien, et ils se débrouilleraient bien. Leur maigre vivre devenait alors autant de promesses de chaleur et de réconfort au cœur des neiges. Dans une petite bourse de cuir, ils gardaient aussi quelques collets de fil torsadé, de la cordelette et 2 ou 3 ressorts de bois, du simple jeune pouce ployé, de quoi tendre des lacets sur les coulées de lièvre et dresser de légers assommoirs pour les oiseaux. La neige les aiderait, les traces fraîches trahissaient le passage, et un peu de mie rassis ou quelques graines ferait un appât suffisant. Rien de plus haut, mais assez pour ajouter certains soirs un bouillon de lièvre ou une volaille des bois à leur soupe, témoignage de leur débrouillardise et de leur instinct de survie. Edryn, quant à lui, préparait son pactage avec une minutie toute particulière. Outre les vivres, il devait se charger de son épée et de son armure. Un haubert, un plastron et de larges épaulières, toutes de très belles factures, poinçonnées du sceau d'un maître armurier humain sur ordre d'un vieux roi du Sud. Le métal,
un peu gris, un peu bleu, avait perdu son éclat d'origine et paraissait terne, marqué par le temps, mais toujours solide. Cet aspect usé contrastait avec la noblesse de sa facture et rappelait la gloire passée de celui qui l'avait commandé. Les lanières de cuir, quant à elles, avaient déjà été changées à de nombreuses reprises. L'ensemble, alourdi par les années, mais encore digne, pesait sur ses épaules comme un héritage aussi lourd qu'indispensable, dont le poids n'avait rien de négligeable. Chaque sangle était ajustée, chaque pièce vérifiée, car il savait qu'une seule négligence pouvait se payer cher sur la route. Edrine ne se privait jamais de raconter, avec force détail et un plaisir manifeste, comment il avait obtenu son armure. Ce n'était ni un héritage, ni un trophée arraché sur un champ de bataille glorieux, il l'avait gagné dans un bar enfumé, lors d'un jeu d'alcool contre un jeune chevalier pédant et prétentieux. Il avait bu de tout, bière, vin, guignol, et avait même fini par avaler une liqueur surnommée le cadavéreux. La bouteille contenait un doigt de zombie, un zombie créé par magie, donc sans risque d'infection. De toute façon, l'alcool était si fort qu'aucun virus n'aurait pu y survivre. La boisson avait pourtant un goût particulièrement infect. Le doigt, prisonnier du liquide, gigotait parfois comme un asticot, et son ongle jauni semblait avoir continué à pousser malgré la mort. Une vision à la fois grotesque et dérangeante. La chance et son endurance à la boisson lui avaient souri. Et quand le noble inconscient s'était effondré sous la table, Edrine avait emporté le prix sans la moindre honte. Bien au contraire, il en tirait une fierté éclatante, comme si chaque maillon de ce haubert résonnait encore de sa victoire. Le chevalier avait d'abord refusé de s'acquitter de sa dette, mais le coup de poing d'Edrine, rapide et sec, lui avait éclaté le nez comme une amphore trop pleine. Rouge de sang et d'humiliation, il avait fini par céder et l'armure avait changé de main. Trophée brillant de hasard et d'audace. Tous les autres nobles avaient ri de la scène, incapables de prendre la défense du malheureux chevalier. Mais la situation avait tout de même dégénéré et s'était achevée en pugilat général, renversant table et chope dans un vacarme de bois brisé et de rires gras. Les jeunes nobles, incapables de se tenir, s'étaient rués dans la mêlée comme des coqs ivres, criant plus qu'ils ne frappaient, transformant la taverne en fumée dans une véritable arène de désordre. Le tavernier hurlait en vain pour qu'on épargne ses tables, et les clients, partagés entre l'excitation et la peur, s'entassaient dans les coins pour ne pas être pris dans la bagarre. Edrine, homme de principe, avait tout de même pris le soin de réveiller le jeune noble avant de réclamer son doigt, et le coup de poing n'était venu qu'après le refus obstiné. Pour lui, cette armure n'était pas un simple butin, c'était la preuve tangible que la ruse, la ténacité et l'honneur de la parole comptaient plus que les titres ou la naissance. Chaque coup d'œil à ce haubert et à ses épaulières lui rappelait autant la vanité des hommes que la valeur de ce qu'il avait su arracher au hasard et à l'audace. Il avait gagné plus que l'armure, il avait gagné des missions, toutes périlleuses et mortelles, grassement payées de belles couronnes d'or. C'étaient des larges pièces épaisses, frappées du profil sévère de l'empereur sur une face et d'un griffon héraldique sur l'autre. Leur or, usé par d'innombrables échanges, gardait pourtant un éclat chaud, et leur poids rassurant dans la paume sonnait comme une promesse tangible de richesse et de survie. Le teinton clair qu'elle produisait en s'entrechoquant résonnait comme une musique de victoire, rappelant qu'au-delà des coups, des paris et des querelles, Edrine avait su tirer profit de son audace. Les compagnons du chevalier avaient bien pris conscience de ses qualités et de son absence cruelle de peur face aux situations dangereuses. En plus de son aubert et de ses pièces d'armure, il possédait aussi une vorpale, rare et précieuse, qui ne courait pas les rues. Sa lame, relativement fine pour compenser le fait qu'elle soit plus longue qu'une épée ordinaire, était forgée dans un acier pâle, au reflet argenté presque irréel. Malgré son élancement, son poids restait considérable, rappelant qu'il s'agissait d'une arme de guerre et non pas simplement d'un ornement. Elle semblait luire d'elle-même dans l'ombre. Sur sa garde, Edrine avait attaché 2 lanières de cuir tressier, au bout desquelles pendaient 2 morceaux de silex. L'un noir mat et tranchant,
l'autre brun, au reflet presque rouge comme taché de sang ancien. Ces pierres n'étaient pas simplement des breloques, chacune portait une histoire. Elles venaient de lieux différents, mais avaient en commun d'avoir été ramassées là où la mort avait frôlé Edrine de si près qu'il en avait senti le souffle. À chaque fois, au dernier moment, la faucheuse avait trouvé meilleur à emporter que lui, et il avait gardé ses éclats comme un rappel ironique de ses face-à-face avec l'abîme. Il avait pris soin de tailler lui-même ses 2 silex, choisissant minutieusement les pierres qui porteraient le souvenir de ses rencontres avec la mort, comme pour graver sa survie dans la matière brute. Sur la lame de l'épée, on distinguait de discrètes gravures runiques, semblables à une écriture primitive, courant le long du métal comme des serpents figés. Par instants, elles semblaient changer subtilement de forme quand on détournait le regard, renforçant l'impression que la lame elle-même était porteuse d'un langage oublié. Il l'avait découverte lors d'une mission périlleuse dans un vieux cimetière. Envoyé dans les catacombes pour éliminer des ghouls, il en était sorti avec cette arme singulière, la lame encore imprégnée de l'étrange lueur froide des profondeurs. Depuis, il la gardait comme un trésor, témoin silencieux de ce combat souterrain. La magie qui habitait cette Vorpal n'était pas criarde, mais discrète, presque sournoise. On disait qu'une telle lame pouvait guider d'elle-même le bras de son porteur vers les points les plus vulnérables, frappant avec une précision surnaturelle. Certains affirmaient même qu'elle cherchait la décapitation comme si son fil avait soif de trancher les liens entre la chair et l'âme. Pour Edrine, cette arme représentait moins une malédiction qu'une alliée secrète, une présence silencieuse qui veillait dans les ténèbres, prête à abattre ses ennemis d'un geste net et irrévocable. Il prenait soin de son équipement comme d'un trésor, graissant régulièrement le cuir et lustrant le métal pour lui rendre un éclat digne, non pas pour coquetterie, mais parce qu'il voulait rester présentable si jamais il devait rencontrer les dieux plus tôt que prévu. Il n'avait pas peur de la mort, il l'attendait avec sérénité, persuadé qu'il aurait été fier de passer de longues heures à conter ses histoires aux divinités, le haubert étincelant posé sur ses épaules comme un témoin éclatant de ses exploits. Dargan, de son côté, se contenta d'un équipement plus rudimentaire mais non moins lourd. Sa hache n'avait rien de l'arme de guerre massive que l'on imagine sur les champs de bataille. C'était une petite hache d'une main, proche d'un tomahawk, qu'il portait toujours à la ceinture. Outil avant tout, elle lui servait à couper des branches, fendre des bûches et préparer le bois des feux de camp. Sa lame courte mais robuste, marquée par l'usage quotidien, pouvait être brandie en cas d'urgence, mais elle n'avait jamais été conçue pour livrer bataille. À son flanc pendait aussi un vieux bouclier de bois renforcé de fer battu qui portait les traces de combats passés. Mais la pièce maîtresse de son arsenal demeurait une épée longue, à la garde étrange et imposante. Aux 2 extrémités de la garde se dessinaient des visages sculptés, conférant à l'arme une aura unique. Belle et singulière, elle attirait les regards autant par son esthétisme que par la menace silencieuse qu'elle portait. Certains disaient qu'elle avait été forgée par une main ancienne dont le savoir s'était perdu. D'autres qu'elle portait en elle l'empreinte d'un ancien serment oublié. Dargan lui-même n'en parlait guère, laissant planer autour de l'arme une aura de mystère qui ne faisait qu'en renforcer la légende. Pour lui, cette lame n'était pas seulement une arme, elle ressemblait à une compagne ténébreuse, témoin muet de ses combats et de ses cauchemars. Il prit soin de caler quelques outils et cordages dans sa besace, persuadé qu'il pourrait s'avérer utile au détour d'un sentier ou lors d'un bivouac improvisé. Bien qu'il semblait moins méticuleux qu'Edrine, ses gestes trahissaient l'habitude du guerrier aguerri, habitué à voyager chargé comme une mule et à endurer les longues marches. Il avait vendu ses services sur de nombreux champs de bataille, et comme il aimait à le dire, il était un homme de guerre. Sa jeunesse s'était forgée au milieu du fracas des armes et de la fumée des combats. Paradoxalement, malgré toutes ces années passées au milieu du fracas des batailles, Dargan demeurait encore un aventurier récent. Sa carrière dans les rangs des armées était longue, mais celle sur les chemins solitaires de l'aventure ne faisait que commencer. Pourtant, il avait déjà frôlé la mort à maintes reprises dans les rangées serrées des champs de bataille. L'image des hommes bêtes du chaos, hurlants et déchaînés, le hantait encore régulièrement, nourrissant ses cauchemars aussi sûrement que ses souvenirs. Il savait qu'en persistant sur les champs de guerre, un seul avenir l'attendait. La mort, tôt ou tard,
Cette certitude, glaciale et implacable, l'avait décidé à quitter les armées pour chercher une autre voie. L'aventure lui offrait au moins l'illusion du choix et la promesse d'une liberté, même si chaque pas restait guidé par le souffle du danger. Les démonettes, ces monstrueuses créatures issues du chaos, au buste vaguement féminin mais couvert de cicatrices et de chair distendue, exhibitent pour certaines d'horribles pinces chitineuses, pour d'autres des tentacules grouillants à la place des bras. Leur peau suante luisait comme celle d'être née des marais, et leur visage, d'une beauté angélique mais déformé par des rictus de haine, ajoutait à l'horreur de leur apparence. Elles étaient aussi abjectes que dangereuses, et leur souvenir pesait sur son esprit comme une ombre persistante. Dans les batailles, elles se jetaient sur les rangs serrés en lacérant chair et armure, leurs cris stridents couvrant parfois le vacarme des armes. Et c'est précisément un de ces hurlements qui, un jour, le glaça jusqu'à la moelle. À cet instant, il sut qu'il n'était rien, moins que rien, un simple fûtu de paille ballotté par le chaos, survivant par hasard plus que par bravoure. Une de ces horreurs, surgie des rangs ennemis, l'avait happé de ses pinces et traîné brutalement au sol, lui déchirant la chair et lui brisant les côtes. Elle le soulevait pour mieux l'écraser, le laissant retomber encore et encore comme une poupée de chiffon. Alors qu'il suffoquait, la créature esquissa un sourire dissonant, aussi monstrueux qu'incongru, avant de lui vomir dans la bouche les entrailles encore fumantes d'une victime qu'elle venait d'arracher, l'ensevelissant dans une putanteur fétide et insoutenable. Haro qu'une once d'air ne semblait parvenir jusqu'à lui, comme si l'atmosphère entière s'était figée dans une gangue invisible. Chaque inspiration n'apportait qu'un bout de cendre et de sang, et l'oppression de ce vide pesait sur sa poitrine comme une enclume ardente, écrasant ses poumons et le condamnant à respirer la terreur elle-même. Le goût métallique de son propre sang se mêlait encore dans sa bouche, au relent putride des entrailles que la créature y avait déversées, rendant chaque respiration plus insoutenable encore. Seuls les cris, les supplications et l'agonie des mourants s'imprimaient à jamais dans sa mémoire. Il n'avait évité le démembrement que par un hasard cruel. La démonette, abjecte et démente, avait glissé dans ce mélange visqueux de boue, de sang et d'organes. Alors seulement il avait senti sous ses doigts la garde froide de cette épée à deux têtes, et dans un élan désespéré, il avait tranché net, décapitant l'odieuse créature. Cette dernière s'effondra sur lui, enfonçant encore plus ses pinces dans sa chair, mais dissimulant son calvaire aux yeux de tous, et lui permettant de survivre à cette folie. Il eut alors le temps, entre deux vomissements et plusieurs crises de panique, dans un instant suspendu, de se demander si l'enfer lui-même pouvait être pire que cela. Il sentit que la lame qu'il tenait n'était pas ordinaire. Elle vibrait d'une énergie étrange, comme traversée d'un souffle invisible. Ses plaies, qui auraient dû condamner à une mort certaine, se refermèrent lentement, comme si l'acier lui insufflait une force nouvelle arrachée des abîmes. Peut-être songeait parfois Dargan, il n'avait simplement pas assez bu pour effacer ses visions de ses yeux et apaiser les images obsédantes qui revenaient hanter ses nuits. Heureusement, il faisait jour à présent. Heureusement la présence des clients de l'auberge tout autour de lui suffisait à l'empêcher de penser. Heureusement, répétait-il encore et encore, comme un refrain abstiné, une incantation fragile contre les visions. Pourtant, il se savait à moitié fou. À force de revivre ces scènes, il n'arrivait même plus à distinguer un rêve d'un cauchemar, son esprit vacillant entre la mémoire et l'illusion. Parfois, son corps se mettait à trembler sans qu'il puisse identifier la cause. Était-ce le manque d'alcool qui l'agitait ainsi, ou la peur qui parcourait ses veines ? Il se défendait d'éprouver la moindre crainte, mais lorsqu'il se perdait dans ses souvenirs, il n'était plus vraiment là, absent du présent, happé par les ombres de son passé. « Tu en boiras bien une autre !» lança Edrine en refermant son sac avec un sourire complice. « Hein ? Oui, bien sûr !» répondit Dargan, la voix un peu garée, comme s'il avait eu besoin de se rassurer lui-même. Il n'était guère inquiet au vu de leurs armées armures. Le seul risque qui les attendait, plaisanta Dargan en tapotant son outre, était de tomber à court de boisson avant même d'avoir mis la main sur les kobolds. Edrine, amusé, répliqua qu'il faudrait alors prier pour que les petites créatures aient eu la bonne idée de stocker quelques tonneaux dans leur repère. Dargan éclata de rire. Imaginons déjà une bande de kobolds trop chétifs pour porter une épée, mais courant à quatre pattes en trimballant des tonneaux plus gros qu'eux. « Bah, si c'est le cas, je propose qu'on les épargne et qu'on partage », lança-t-il.
et même Edrine ne put s'empêcher de sourire à cette idée saugrenue. « Et si l'orgnole est aussi infecte que celle que tu caches sûrement dans ton outre, Dargan, ce sera bien la première fois que je verrai des kobolds mourir de rire en nous voyant boire. » Dargan ne répondit rien, se contentant d'un sourire en coin. Mais son regard se fit plus prudent. Il n'avait aucune envie de se faire attraper. Arlan ignorait totalement que la gnole en question provenait discrètement des réserves de l'établissement, et Dargan préférait que ça reste comme ça. Dans le dortoir principal, une fraîcheur étrange s'éteignait soudainement. Depuis plusieurs heures, Amuné avait entretenu en secret un léger sort de froid, étendu comme un voile invisible sur la salle commune. Elle l'avait fait par pure rancune des réflexions de Dargan, qui avait insinué qu'une mage ne servait guère qu'à réchauffer un repas. Mesquine, elle l'avait pris plaisir à les voir frissonner sous leur couverture, savourant leur inconfort comme une petite vengeance silencieuse. Allongée dans la sombre, elle réfléchissait même à la meilleure pique qu'elle aurait pu lui asséner. Alors, toujours convaincue qu'une mage ne sait que réchauffer la soupe, moi je sais aussi refroidir les lourdeaux. Ou encore, voyons donc, je ne sais pas seulement réchauffer vos plats, je sais aussi glacer les esprits obtus. Elle hésitait, amusée, pesant ses répliques comme on pèse des lames affûtées. Mais en fin de compte, elle se dit qu'elle aurait bien gâché sa salive. Le bougre avait l'air bien trop bête pour comprendre un tel humour fin. Elle se contenta donc de garder le silence, son sourire en coin suffisant à nourrir sa satisfaction. Au moment où elle perçut dans la nuit deux présences massives s'éloigner enfin vers les bois, elle relâcha son emprise. Le froid surnaturel disparut aussitôt, ne laissant derrière lui que la morsure naturelle de l'hiver. Amuné ferma les yeux, satisfaite. La leçon était donnée, et nul ne supposait rien à son sujet. Arlan, de son côté, se rassura à l'idée que ces deux guerriers ne lui coûteraient pas grand-chose, et il était persuadé qu'il viendrait vite à bout des kobolds. Ces petites créatures n'étaient pas une menace réelle, voleuses, sournoises, certes, mais incapables de tenir tête à des hommes aguerris comme Edrine et Dargan. Il sourit intérieurement, convaincu que la vermine serait balayée en un rien de temps. Au pire, il n'aurait perdu que 3 jours de ration. Il leur donna de solides poignées de main en les remerciant. Il pensait qu'ils avaient du potentiel, et après tout, ils n'étaient pas de jeunes perdreaux. « Tuez cette sale petite vermine, cela ne vous prendra pas longtemps. J'attends votre retour pour ouvrir 2 ou 3 bonnes bouteilles. » Mais, sitôt les rires et les plaisanteries revenus, Arlan fronça les yeux. Cette légèreté lui sembla déplacée, comme un voile trop minable pour masquer l'inquiétude qui grondait en lui. Les kobolds ne sont pas une menace, pas pour nous, vraiment. Alors pourquoi ce poids au creux de mon poitrine? Il repensa à d'anciennes campagnes, à ces villages qui avaient cru d'abord à une simple attaque de vermine. Les kobolds n'étaient jamais que des mains crochues envoyées devant pour piller et distraire, pendant que l'ombre plus lourde avançait derrière. Les trolls savaient attendre, massifs, hauts comme 2 hommes, leur peau épaisse résistait aux lames les plus affûtées, et leur chair mutilée se refermait à vue d'œil. Ces monstres régénéraient sans cesse, comme si la douleur ne les atteignait pas, et combattaient avec une brutalité brute capable d'écraser un cheval en armure. Ils n'avaient nul besoin de voler de bois ni de saucisses, mais ils savaient se cacher derrière ces petites créatures pour jauger la vigilance des hommes. Une ombre passa dans son regard.